On a utilisé des nouveaux termes, on va les définir maintenant. Tout d'abord, le terme de liquide amniotique, c'est le liquide qui est sécrété par le fœtus et non pas par la maman, attention, et il entoure et protège ce dernier. L'amniosynthèse, c'est une technique de diagnostic prénatal qui est pratiquée sur une femme enceinte. Elle consiste à prélever du liquide amniotique dans lequel il y a des cellules de l'embryon ou du fœtus afin de réaliser un karyotype du futur enfant. La chordosynthèse, c'est une technique de diagnostic prénatal qui est pratiquée toujours sur la femme enceinte, mais cette fois-ci, cela consiste à prélever du sang fœtal, donc le sang du fœtus, directement dans le cordon ombilical afin de réaliser de même un karyotype du fœtus. Cela est plus précis au niveau de l'étude génétique que dans le cas de l'amniosynthèse. Et les villosités choriales que nous avons vues tout à l'heure sont des petites excroissances qui se développent sur l'enveloppe de l'embryon et qui constituent le futur placenta. Le chorion, c'est ce que l'on appelle en somme l'enveloppe externe de l'embryon. Et la choriosynthèse, c'est une technique de diagnostic prénatal pratiquée sur la femme enceinte au début, du moins en début de grossesse, puisque on prélève des villosités choriales fétales lorsque l'embryon se développe et n'est pas encore forcément très développé, dans le cas de grossesse fortement à risque, afin de voir dès le début si jamais il n'y a pas d'anomalie génétique ou chromosomique, dans lequel cas il faudrait peut-être pratiquer une intervention volontaire de grossesse. Le terme karyotype, c'est ce que l'on a vu, c'est la photographie du nombre et de la forme des chromosomes. Et si on le fait, c'est pour déceler d'éventuelles anomalies chromosomiques. Enfin, l'IVG thérapeutique, c'est une interruption volontaire de grossesse qui se pratique dans le cas où le fœtus présente une anomalie génétique ou une malformation. Et ce qui est intéressant avec l'IVG thérapeutique, puisque c'est dans le cadre médical, d'accord, c'est-à-dire que l'enfant aura de fortes anomalies, eh bien cet IVG peut s'effectuer après le délai légal de 12 semaines. Bien sûr, seul un médecin peut proposer ce genre d'IVG. Un patient ne peut pas le demander de lui-même, puisqu'il faut qu'une maladie ou une anomalie grave ait été révélée lors des différentes techniques de diagnostic prénataux. Il y a une autre possibilité de diagnostic qui est cette fois-ci avant même l'implantation de l'embryon, c'est ce qu'on appelle les diagnostics pré-implantatoires. Eh bien, ces tests peuvent être pratiqués sur l'embryon dès le 3e jour après la fécondation. Donc là, le test se réalise dès la cellule embryonnaire. Donc on peut prélever et analyser des gènes d'une cellule embryonnaire. Si jamais il y a une anomalie génétique, l'embryon qui a été récupéré ne sera pas réimplanté dans l'utérus de la mère. Si jamais on ne détecte pas d'anomalie, on peut le réimplanter. Ça, on le fait bien sûr dans le cas d'anomalies génétiques graves. Et surtout lorsque l'on sait qu'il y a des antécédents familiaux et que le couple a des chances de transmettre une maladie génétique. Donc le principe c'est quoi ? C'est on le fait pour éviter une IVG qui est au niveau de l'intervention bien plus éprouvante que le simple prélèvement d'embryon et de réimplantation qui se pratique de façon beaucoup plus facile et dont le corps récupère d'autant mieux. En petit 2 maintenant, on va voir non plus le suivi de la grossesse, mais comment faire lorsque on n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc on peut faire recours à ce que l'on appelle la procréation médicalement assistée. On va d'abord voir, avant de voir recours à la procréation médicalement assistée, les raisons pour lesquelles certains couples n'arrivent pas à avoir d'enfant, donc les raisons de l'infertilité. C'est quoi l'infertilité ? Tout de même, je vais le définir. C'est l'incapacité de concevoir un enfant. Cette infertilité peut être définitive, et si jamais elle est définitive, on ne parle plus d'infertilité, mais de stérilité. L'infertilité touche aussi bien les hommes que les femmes, mais dans des proportions différentes. C'est-à-dire que l'infertilité dans un couple est généralement due à 1/3 par l'homme et à 2/3 par la femme. Donc en somme, les femmes ont, lors de cas d'infertilité dans un couple, il y a plus de chances que ce soit la femme qui est infertile
plutôt que l'homme, bien que cela peut également arriver dans un tiers des cas pour l'homme. On va donc commencer, puisque c'est le plus grand des cas, par l'infertilité féminine. Alors l'infertilité féminine peut être due à la stérilité mécanique, c'est-à-dire l'obstruction des trompes. C'est ce que l'on voit sur cette photo. Sur la photo proposée, on constate en haut à gauche, lors de cette radio, que les trompes sont tout à fait normales, elles ne sont pas bouchées. Que ce soit à la droite ou à la gauche, on voit un fil, entre guillemets un fil bien sûr, qui part de l'utérus, à gauche et à droite, alors que si jamais il y a une obstruction des trompes, eh bien on constate que sur la radiographie en bas à droite, on ne voit plus, entre guillemets, ce fil qui correspond aux trompes, et les trompes sont donc obstruées. Voilà pourquoi on ne les voit pas. L'autre possibilité de l'infertilité féminine, c'est un trouble dans la réceptivité du spermatozoïde, c'est-à-dire que les spermatozoïdes arrivent au niveau de l'ovule, mais il ne peut y avoir d'intégration du spermatozoïde dans l'ovule. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde passe à côté de l'ovule, mais ne s'y fixe pas parce qu'il n'y a pas les récepteurs appropriés au niveau de l'ovule. Ou alors, il peut y avoir des problèmes hormonaux, c'est-à-dire faible sécrétion d'hormones ovariennes ou hypophysaires. Et dès lors, eh bien, s'il y a une faible sécrétion d'hormones, les problèmes peuvent être divers. Il peut manquer l'ovulation, il peut y avoir un taux hormonal de progestérone insuffisant pour favoriser l'anidation, éviter les contractions. Voilà le genre de soucis hormonaux qu'il peut y avoir.